Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Il fut un temps où les aînés de mon clan s'installèrent loin, dans les montagnes des Carpates. Une position parfaite. Cette chaîne de montagnes était un véritable goulet d'étranglement, situé entre le Pinde en Grèce et les rivages glacés de la Baltique. L'Europe était leur domaine, mais ils n'étaient pas les seuls. Dans la nuit, dans la forêt d'hiver, un cocher amène des prisonniers vers le château. Ces derniers tremblent de froid dans leur cage. Ils s'arrêtent. 2 gardes s'approchent. Le cocher leur dit « Messieurs, ce sont les prisonniers que le Seigneur a demandés. Comme chaque mois je lui apporte. Je vous promets que j'essaie d'apaiser les habitants, mais ils se posent beaucoup de questions. » Les gardes font un signe de tête. Soudain, des bruits de grondements d'animaux se font entendre. Des loups-garous sortent de toutes parts de la forêt et foncent vers les gars. L'un d'eux bondit sur le cocher et le déchiquette. Pendant ce temps, dans le château, le seigneur est averti, un grand homme raffiné, un vampire. Une goule arrive rapidement. « Seigneur, les lupins sont de plus en plus nombreux et à nos portes. Nous risquons de perdre l'influence que nous avons sur les humains. » Mais ce n'est pas ce qui arrêta notre aîné. Ce dernier, ce prophète, était lié à cette chaîne de montagnes, lié aux Carpates. Et il eut des murmures susurrés dans ses rêves, de plus en plus régulièrement, des murmures qui lui disaient « Je t'aiderai à soumettre notre ennemi. En échange, tu me libéreras. » Quelques nuits plus tard, le vampire parcourt les montagnes enneigées et entre dans des grottes. Il se perd dans les galeries en touchant les murs et en parlant. « Je te libérerai. » L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et c'était effectivement le cas. Les lupins étaient ennemis depuis la nuit des temps avec Kupala. Une grande bataille s'annonça alors. Une vingtaine de loups-garous apparaissent de nulle part, sortant d'un monde inconnu. Cette armée de loups-garous fonce vers la dizaine de vampires qui se tiennent au milieu de la grotte. Ces derniers sont en train de faire un rituel. 2 loups-garous foncent et arrachent brutalement la moitié du corps d'un vampire, puis de 2 vampires. L'un des vampires immobilise le loup-garou grâce à une lance et propulse l'animal dans le vide avant de se retourner et de se faire lui-même dévorer. Un autre vampire esquive une attaque d'un lupin et lui tranche la patte de son épée d'argent. Elle attaque avec une vitesse incroyable et traverse sa lame dans la mâchoire de la bête. Mais un autre garou apparut de nulle part l'empale sur ses griffes, la bave dégoulinante, les yeux emplis de rage. Les garous progressent jusqu'aux derniers vampires qui sont en train de libérer l'esprit de la montagne. Il ne reste alors plus que 4 vampires. L'aîné des vampires regarde les garous qui foncent vers lui, et la montagne se met à trembler. L'aîné serre le poing, il tape du poing au sol, une crevasse se crée et un des loups-garous est expulsé par une force puissante après ce coup. On peut entendre ses os se briser sous cette force. La crevasse fait tomber les loups dans le vide, tout tremble. Les derniers loups-garous s'arrêtent et regardent d'un air surpris le vampire et la montagne qui a l'air de lui donner de la puissance. Une voix résonne. Toute la montagne se met à gronder. Tout s'effondre sur les loups. Les vampires sourient. Les quelques garous survivants se mettent à fuir rapidement dans les galeries. Certaines galeries se mettent à s'enfermer comme si la montagne prenait vie et se remplissent de terre, bloquant les pauvres bêtes en train de ramper en suffoquant vers la sortie.
Opala a été libéré et il a étendu toute son influence dans les Carpates. En échange de ceci, un savoir fut offert. La magie coldunique fut enseignée aux Simicées. Los Angeles. La personne qui contait l'histoire est dans l'ombre. La parole. Il a l'air occupé de ses mains. Ce fut un événement majeur dans l'histoire de mon clan. Mais tous n'acceptent pas cette pratique. L'homme qui contait l'histoire est sur un piano, les doigts en sang. Il arrête de jouer et il se lèche les doigts. Il se met debout. Sa goule vient le remplacer et il joue de la musique. L'homme est dans une pièce sombre où du sang dégouline des murs. Son visage reste dans l'ombre. On peut voir des crochets agrippés à des morceaux de peau étendus. Il se lève et met un masque et s'assoit en face de sa victime. La musique reprend. Voilà donc l'histoire que je voulais te conter. Car il ne faut jamais oublier là d'où tu viens, ainsi que réfléchir aux erreurs que les anciens ont pu faire. Pour moi, la magie coldunique n'est pas mieux qu'un sortilège d'infernaliste Bali. Il suffit de prendre du recul pour juger nos anciens. Et y réfléchir. Ils sont loin d'être irréprochables. Vous êtes des moutons pris dans l'engrenage, prêts à tout pour gagner du pouvoir, à comploter du haut de vos immenses tours de verre et contempler ce monde que vous êtes en train de modeler pour leur retour. Le retour de ces choses immondes qui pensent posséder le monde car ils sont les premiers venus. L'homme brise des os et retire de la chair, et on peut voir qu'il tisse entre ses mains des morceaux pendant qu'il parle. Pourquoi te laisser en vie pendant quelque temps, tu vas me demander? Enfin, si tu le pouvais. Eh oui, la victime en face de lui ne peut plus parler. Il a la bouche cousue, avec des morceaux de chair. On peut voir les doigts de sa main greffés autour de ses orbites oculaires, qui le maintient les yeux ouverts. Les tendons de ses mains sont reliés comme des fils d'une marionnette autour de la main de l'agresseur. Ce dernier les manipule. Le sang coule doucement le long des tendons. Simplement pour que tu te rendes compte de mon art. Cette ville manque d'artistes. Contemple cette fresque et contemple votre chute. On peut entendre derrière la télé qui est allumée. Une fusillade a eu lieu en plein centre-ville, il y a 2 heures. 2 camions provenant des docks ont été attaqués. L'un d'eux transportait une transaction archéologique de grande valeur. C'est une première. Des hommes masqués et armés ont attaqué un convoi et ont dévié les camions. L'homme attaché panique. Il n'a plus de bras. Il est fixé au mur. Son torse est attaché au mur. Il n'a plus de partie inférieure. Sa cage thoracique est ouverte en grand. Aucun organe ne bat. Le cœur est exposé. Il s'agit d'un vampire. Sa chair tente de se refermer à chaque instant, mais il manque de sang pour se soigner. La douleur l'épuise petit à petit. Il tente de crier, mais ne peut pas. Sa bouche est greffée à un morceau de chair. Le mur arrière est recouvert de ses entrailles et morceaux de chair. Et il est au milieu d'une sorte de fresque en peau humaine. Les intestins tendent à fermer le cadre. L'agresseur se lève de sa chaise et sourit en dansant sur place, en agitant les mains comme un chef d'orchestre. On peut voir que l'une de ses mains semble être reliée par des fils organiques aux mains de la victime. Il contrôle donc les mains et les doigts de la victime. Extinction des feux. Il se met à tirer sur sa main en la refermant. Les ligaments donnent alors l'ordre similaire à sa poupée humaine. Les mains de la victime qui sont attachées sur elle se referment alors. Les doigts se referment sur ses yeux et la victime a les yeux explosés. Les orbites sont explosées. Le vampire crie de douleur. L'agresseur sourit et danse sous les cris de douleur et contemple sa fresque, tout en tournant sur lui-même. Et maintenant que ma symphonie commence et que la tour d'ivoire chute, il s'en va en marchant d'un air déterminé.
dans un bureau, dans une tour. Un homme arrive rapidement. Mon prince, pardonnez-moi de vous déranger, mais le convoi, il a été attaqué. Le sarcophage a été volé. Le prince Lacroix se lève de son bureau. Il fait face à l'homme et se retourne ensuite. Et il s'avance vers la vitre et regarde la ville. Il serre le poing tellement fort que ses ongles entrent dans sa chair. Amenez-moi la jeune coterie. Maintenant. Six mois plus tôt. Seattle. Alistair. Dans une grande salle. Vous êtes en hauteur sur des balcons et vous apercevez tous les danseurs en bas. La salle semble avoir une sorte d'éclairage un peu tamisé. Et la couleur dominante est le rouge. Entre ses tapis et son papier peint qui semble même ancien. La musique domine l'ambiance sonore. Les invités semblent parler de façon calme. Voire certains chuchotent. Vous êtes donc à l'étage. Au niveau du premier étage, il y a des tableaux tout le long des murs. Et ton sire, Lloyd, est avec toi. Il pose le bras derrière ton dos pour t'accompagner dans la galerie d'art. Il s'agit de photos d'ombre qui forment des positions de danseuses, que l'on pourrait aussi interpréter en fleurs. Alistair, et celui-ci, qu'en penses-tu ? Je trouve qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Ça vaut pas la précédente qu'on vient de voir, mais celle-ci a un petit quelque chose. Une volonté de rechercher. Je pense que c'est une étape dans la suite qui est présentée ici. Eh bien, je vois que tu as vu juste en plus. Il s'agit d'une des dernières œuvres. Mais il y a tout de même cette simplicité. Est-ce que ça ne te rappelle pas la simplicité et la facilité de Seattle ? Et toute cette tâche qui essaie de nous berner alors que l'on voit clairement la position de la danseuse à l'arrière, comme les mauvais mensonges des plus jeunes et arrogants kindred de cette ville. Et une magnifique mascarade posée sur une image. La beauté de la chose pour nous. Je suis si fier de toi, Alistair. Tu apprends vite. Je tâche. Si je t'ai fait venir ici, évidemment, ce n'est pas simplement pour admirer l'art ou regarder ce spectacle de danse. Tu vois qu'il se pose au niveau de la rambarde. Je me pose à ses côtés. Que puis-je, mon sire ? Eh bien, ici, ce soir, c'est une soirée importante pour notre clan. Tu le sais, je présume. Pendant que notre primogène continue de se faire mousser de son côté, les plus jeunes ont du mal à trouver leur place. Il prend un malin plaisir à ne pas exposer les nouveau-nés talentueux, comme toi. Et c'est là que je rentre en jeu. Seattle est bien trop stable en cette période pour se faire une place, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes. Regarde là-bas, en haut. Il te montre le coin de la pièce. À droite, c'est Eve, la primogène toréador de Las Vegas. Elle en a fait du chemin, n'est-ce pas ?
C'est une primogène redoutable, qui a su se faire une place rapidement en ville et gagner le respect de tous et de toutes. Et là-bas, en face, c'est Joyce qui parle avec elle, une primogène aussi, de Las Vegas, une ville en pleine expansion. Depuis le changement de prince, il y a beaucoup de potentiel, tu sais. Donc 2 villes intéressantes dans le sud. Tu apprends vite. Et Los Angeles semble plus intéressante que Las Vegas, non? Surtout en cette période, il y a eu un changement de prince. C'est là que je vais pouvoir t'aider. Viens avec moi. Vous dirigez donc vers Eve et Joyce. Pendant le chemin, tu peux voir tous les tableaux sur le côté. Tu peux voir aussi le bal en bas. Une femme tournoyée avec un masque. Plein d'invités ont des masques. De bal. Tu arrives donc au niveau des 2 femmes qui étaient en train de parler de manière assez basse. Ton sire s'approche et baisse la tête en faisant un signe. Mesdames, Joyce, Eve. Joyce se retourne vers vous, et Eve aussi. Joyce commence à parler. Elle vous regarde un peu de haut. Lloyd, vous êtes donc pas trompé d'étage? Vous venez nous déranger en pleine... Eve la coupe alors. Non, ça va, Joyce, ne t'en fais pas. Lloyd m'a déjà été conseillé par notre hôte de Seattle. Lloyd regarde donc Joyce avec un sourire. Pardonnez-moi de vous déranger. Je tenais à vous remercier d'avoir fait autant de routes pour venir ici, surtout en cette période. J'ai entendu dire que Los Angeles était en proie au sabbat et à bien d'autres choses. Joyce marque une sorte de temps d'arrêt avant de répondre. J'ai entendu dire que Lloyd n'aimait pas perdre son temps avec des futilités et était fier de son nouvel enfant. Elle te regarde. Allez droit au but. Pardon, je ne veux en aucun cas vous offenser. J'allais justement proposer mon aide. Mon enfant, ici présent, Alistair, est prometteur sur beaucoup de points et possède des talents qui pourraient aider notre clan. J'ai entendu dire que un de vos toréadors sur qui vous comptiez avait été tué par un membre du Sabbat. Une certaine Afra, c'est bien ça. Je sais aussi que la situation de LA est compliquée et qu'une coterie est en partie responsable de la montée de la croix, et donc du changement de prince. Cette dernière est une jeune coterie, n'est-ce pas? Joyce sourit. Elle se met un peu à rire. Je vous vois venir, Lloyd. Pourquoi devrais-je prendre un descendant de Seattle? Lloyd fait simple proposition. Alistair tout a gagné à apprendre de cette ville et à se forger une réputation. Il pourrait aussi apprendre des meilleurs comme vous et vous fournir un maximum d'aide tout en gagnant votre respect. De plus, ce serait un bon élément à intégrer dans la jeune coterie. Il pourrait vous remonter des informations importantes, bien plus rapidement. Il n'y a pas de clan de la Rose parmi cette coterie, n'est-ce pas? Joyce hoche la tête et fait la coterie de nouveau-nés sera bien évidemment utilisée par la Croix. J'en suis certaine. Mais leur sire, James, n'acceptera jamais. Il n'acceptera jamais quelqu'un de envoyé ou proposé par moi-même. Hormis si la coterie aurait besoin d'un nouveau. Et ça, c'est un besoin qui peut se créer. Il suffit parfois d'un simple petit coup de pouce. Cela dit, j'admire votre culot de me proposer ça. Alors donc, elle se retourne vers toi, Alistair. Tu es Alistair Woodworth. Origine anglaise, c'est bien ça? Oui, madame. Et tout prêt à aider la Camarilla, que ce soit à Seattle ou dans des villes un peu plus aventureuses telles que LA. Alors donc, qu'avez-vous de si spécial, monsieur Woodworth? De spécial? Je suis quelqu'un de la Rose, et il en manque toujours quelque part. Mais mes talents sont bien ailleurs. Je connais beaucoup de monde. Et je suis prêt à mettre mes ressources et mes contacts au service d'une cité dans laquelle le clan de la Rose pourrait rejaillir.
D'autant plus avec une autre jeune coterie. Tu vois qu'elle se met à bomber un peu le torse, à mettre sa main sur sa hanche. C'est intéressant. Raconte-moi ton parcours. Alistair, que peux-tu me dire sur toi? Je suis quelqu'un qui est en désaccord avec le sabbat. Et je lutte à ma façon contre lui. Ma connaissance, c'est la haute finance et la logistique. Je connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et inversement. Tout le monde me connaît. En tout cas, tout le temps quelqu'un a entendu parler de moi. Et c'est ça ma force. Je suis bien intégré. Et j'ai plein de contacts. Intéressant. Cela pourra nous être utile, en effet. Tu vois qu'elle regarde ton cire, qu'elle lui sourit. Et qu'elle commence à se tourner un petit peu vers le mur, vers un tableau. Voici une œuvre de Nicolas de Staël. Je n'ai jamais compris ses œuvres, à vrai dire. Ah, les années 40, une belle époque. Un peintre français d'origine russe. Mais ça, tu le sais, je présume. J'ai une question. Avec ma connaissance et mon goût pour l'art, qu'est-ce que je peux savoir de cette œuvre? C'est justement là que je vais te faire demander de faire un jet. C'est pour ça que j'attends de savoir est-ce que tu lui dis oui ou non. De base, tu ne le connais pas, plus que ça. Mais tu peux dire oui ou non. Et tu peux lancer un dé. Je vais donc faire un jet pour vérifier si je le sais. Très bien. Donc, tu le sais, en effet. Et je dirais même qu'automatiquement, tu sauras répondre à la question suivante de Joyce, qui est... Raconte-moi donc son histoire. Comment est-il mort, déjà? Tu sais qu'il est mort de suicide, de chagrin d'amour. Est-ce que du coup, vu que j'ai mon œil pour la beauté, qui me permet de juger les œuvres d'art, son œuvre est belle ou pas? Alors, tu sais qu'elle est belle parce que c'était quelqu'un de torturé vers la fin. D'aucuns qui n'ont aucun goût diraient qu'il s'est suicidé par la médiocrité de son art. Et pourtant, quand on regarde bien, on voit bien l'être torturé qu'il était. L'artiste qui ne savait plus où se mettre. Et tout ça pour la meilleure des choses. La plus belle des choses, en fait, qui existe encore chez l'être humain. L'amour. C'est l'amour qui lui a permis de créer, mais c'est l'amour qui a causé son suicide. Elle te sourit alors. Mais vous le savez également, madame. Impressionnant. Et oui, il s'agit bien de l'amour. Il aimait une femme mariée. Compliqué, n'est-ce pas? A-t-il bien fait de se suicider pour autant? Valait-elle la peine qu'il se jette d'un étage? J'en suis pas sûr. Je pense que c'est une grande perte. Car, En effet. par la torture qu'il avait, il a créé ses plus belles œuvres. C'est souvent les êtres les plus torturés qui sortent les meilleures choses. On en connaît quelque chose. Et était-ce impossible pour lui de la conquérir malgré tout, à ton avis? Je pense que si on est attentif et qu'on sait ce qu'on fait, tout est possible. Tout comme la réussite d'une cité. Une goule passe alors et vous offre des verres de sang, dans des verres en cristal. Elle le prend. J'en prends un aussi. Elle amène le verre vers toi pour le traquer avec toi et elle fait. En effet, Alistair, tu as totalement raison. Tu apprendras qu'une place n'est jamais impossible à conquérir. Bienvenue à Los Angeles. Elle trinque alors et elle boit. Sarah Léonès. Ces derniers soirs, on peut voir ton beau-père qui gardait donc à l'époque ta petite fille, maintenant défunte, qui ouvre la porte de sa maison. Et il voit une lettre par terre.
Ta belle-mère arrive à ses côtés. Ils sont donc tes beaux-parents. Personne assez âgée. Ils ouvrent la lettre et la lisent. Il s'agit d'une lettre signée Sarah Léonès, que je te laisse donc lire. À mes très chers beaux-parents, Léa et Hugo, vous avez toujours été là pour moi, pour nous. Et pour cela, tous les mots du monde ne sauraient être assez pour vous remercier. Je sais que ça n'a pas dû être facile, entre ces menaces de famille excentriques, une petite fille si énergétique et une femme encore en deuil. Alors que vous étiez tous deux aussi affectés par son décès. J'aimerais tant pouvoir revenir en arrière, que cet accident n'ait jamais eu lieu, que James puisse voir sa fille grandir, jouer des tours avec elle, que Lee soit avec nous, à rire, jouer, faire des bêtises comme elle savait si bien faire, regarder le monde émerveillé et curieuse, de ses yeux qui me rappellent tant ceux de son père. Mais nous les avons perdus tous les deux, et mon cœur en est brisé. Je ne peux m'empêcher de penser à eux dans cette film. Alors, après ce tournage, je pense partir explorer le monde. Après tout, c'était un de nos rêves. Vous ne manquerez de rien, mais vous me manquerez tant. J'essaierai de vous écrire le plus souvent possible. Mais sachez que peu importe ce qu'il se passe, où je suis, nous resterons toujours dans votre cœur. Alors vivez et ne pleurez pas, car nous serons toujours à vos côtés. Prenez soin de vous, de votre belle-fille qui vous aime, Sarah Léonès. Merci infiniment pour avoir été les meilleurs des beaux-parents. Cette lettre les prend par surprise. On peut voir ton beau-père qui lâche une larme, 2 larmes. Ta belle-mère qui s'effondre à genoux. Ton beau-père qui se penche vers elle pour la rassurer. La lettre tombe au sol. Alors donc tu as écrit cette lettre afin de disparaître, pour tomber dans l'anonymat au fur et à mesure, pour préserver tes beaux-parents de la vie des Kindred. Sarah, un soir tu allais voir Angel à son bar. Qui était-elle déjà? Rappelle-le-nous. Et la meilleure amie de Sarah, enfin, ma meilleure amie, qui a toujours été là pour moi, même dans le moment le plus difficile, quand j'ai arrêté d'être actrice pour justement pouvoir élever ma fille. Elle a toujours été un soutien et je ne pourrais jamais l'en remercier assez pour tous ces moments passés. Et... Tu étais donc venu à son bar la nuit, une fois que le bar était fermé, juste après la fermeture. Sarah a beaucoup changé depuis les événements passés. Voir Angel qui est en train de te parler, en rangeant des verres et en essuyant le bar. On dirait que les paroles ne t'atteignent pas, et tu sembles peut-être attiré de plus en plus vers elle. Elle te sourit, pensant que tout ceci est un jeu, comme d'habitude. Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je commence petit à petit à m'avancer au niveau du bar. Oh, rien, tu sais, comme d'habitude, un petit peu lassé. Et là, tu vois qu'elle continue d'essuyer, puis elle te regarde, elle sourit, puis elle commence à sourire un peu moins, elle fait... Je sais pas ce qui t'arrive, mais j'ai l'impression que... Tu vois qu'elle remet une de ses mèches, puis elle te regarde, elle fait... J'ai l'impression que que quelque chose a changé, tu n'es plus... Tu n'es plus comme avant. Tu vas pas m'en vouloir de ce côté-là.
Je la regarde un petit peu avec un léger sourire, tout en continuant à m'approcher lentement au niveau du bar. Tu vois qu'elle te regarde et commence à poser un verre sur la table sans le ranger. Et elle replie un peu son torchon. Mais il faut que tu me parles, Sarah. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. J'ai l'impression que... Et tu vois que ça la dérange. Plus tu t'approches, plus elle se sent dérangée. Elle commence à reculer un petit peu et se colle au bar. Je m'approche toujours aussi pur de moi et je la limite en fait je la plaque aussi un petit peu au niveau du bar en la regardant droit dans les yeux. Alors, au moment où tu la plaques au bar, tu vois qu'elle recule et elle fait tomber un verre. Le verre se brise par terre. Et tu vois qu'elle s'arrête, elle fait... Ça, je comprends pas qu'est-ce qui... Quand elle dit ça, en fait, je vais directement aller l'embrasser. Tu vois que tu l'embrasses. Donc tu l'embrasses et elle est surprise, elle fait... Et tu vois qu'elle se laisse embrasser, mais elle comprend pas la situation. Et elle commence à mettre fin au baiser en te repoussant. Elle fait... Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi passer. Non. Et sur le coup, je vais le refaire, sauf que j'ai un petit peu me mordre la lèvre pour que le sang puisse passer. Et là, je vais retenter. Donc tu te rapproches vers elle, elle fait... Sarah! Et à ce moment-là, tu l'embrasses. Tu vois que elle t'embrasse et on peut voir donc les deux lèvres se poser. On peut voir une sorte un peu de filament de sang couler entre vos joues, entre vos lèvres. Une goutte tombe à terre. Tu vois qu'elle semble apprécier ce moment. Et tu vois qu'elle commence à te poser la main sur ta joue en t'embrassant. Et elle se met à reculer. Elle voit qu'il y a du sang. Ça va aller, calme-toi. Et j'ai un peu lui caressé la joue en la regardant dans les yeux pour essayer de la calmer. Et à ce moment-là, je vais la rembrasser en fait. Je vais vraiment un peu plus brutalement la plaquer contre le bar. Donc on peut vous voir plaquer contre le bar. Le bar bouge. Bam, bam. Des bouteilles tombent par terre. Enfin, une bouteille tombe par terre. Et tu vois que elle t'embrasse et elle commence à t'enlacer, à mettre les bras autour de toi, autour de ton cou, en t'embrassant. Depuis ce jour, le bar est à toi. Tu as eu l'autorisation d'avoir ce bar en récompense de vos efforts. La seule contrainte était donc Angel, la propriétaire, qui était ton amie, qui n'est désormais plus un souci, vu que elle est devenue ta goule. Le bar est à toi. C'est ton territoire de chasse. Un soir, Sarah. Quelque temps plus tard. Tu sors des cuisines. Tu vois que Angel est en train... Le bar est bombé et Angel est en train de servir. Tu vois qu'elle te fait un sourire et te passe sa main, sa douce main, sous ta joue. Angel, ça va? Ça se bien ici? Super, oui. Excuse-moi, il y a beaucoup de clients. Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Je sais, et sans gêne, je vais lui embrasser la joue.
Tu vois Regardant. qu'elle te dévore des yeux. Tu vois qu'un client approche du bar. Pendant que tu regardes ce bar, tu aperçois par la vitre, dehors, quelqu'un que tu connais. Il s'agit de Betty, qui possède le casino, l'Elysium du casino, une Malcave. Bon. Je vais devoir te laisser, ma belle. Du coup, je vais l'enlacer avant de partir voir Betty. Alors tu vois que elle t'enlace aussi et tu pars. Tu entends un brouhaha, des clients qui sont en train de rigoler. Le bar a l'air de bien fonctionner. Ton territoire de chasse, en temps normal tu chasserais si tu n'étais pas happé par cette personne à l'extérieur. Tu te diriges donc vers l'extérieur. J'ouvre la porte. Donc, tu ouvres la porte. Tu te retrouves donc à l'extérieur. Tu vois Betty qui croise les bras et qui te fait un sourire. Sarah Léonès, j'espère que vous vous amusez bien. Pas bien pour le moment, de ma part. Et pour vous? Les affaires marchent, on va dire. Comme je t'ai dit, tu as libre accès à mon casino pour te nourrir. Là-bas, les proies, ils sont faciles aussi. Mais maintenant que tu me dois une faveur, maintenant que tout roule pour toi, mes infantes, comme tu les connais très bien, les succubes, Molly et Jessica, sont toutes les deux ensemble, comme je t'avais dit. Je n'aime aucunement leur relation. Je t'en avais déjà parlé. Je suis certaine qu'elles murmurent et complotent contre moi. Tu vois qu'il y a une femme qui est au coin. La rue semble très calme. Et tu vois que la femme part. Il n'y a personne dans la rue. Tu vois que Molly, enfin Betty, je veux dire, tourne la tête à droite, à gauche. Je suis certaine qu'elle murmure et complote contre moi. Elle baisse donc la voix. Je les ai étreintes toutes les deux alors qu'elles étaient sœurs jumelles. Je leur ai demandé de m'aimer plus que tout, comme chaque enfant devrait aimer son sire. Et elles me haïssent et me font d'ignobles choses. Et elles font aussi d'ignobles choses entre elles. Elles sont des manipulatrices. Je veux que tu sèmes le doute chez eux, que tu casses cette relation toxique. Surtout pour Molly, ma préférée. Oh, ma Molly. Ma Molly. Tu vois que elle te touche. Elle dit j'ai l'impression de la sentir quand je te touche. Prends le temps qu'il faut. Ça. Il faut vraiment les séparer. Fais ce qu'il faut pour faire ça. Crée une tension, crée une jalousie, mais arrête-moi leur relation. Et fais-moi revenir ma Molly. Fais dégager Jessica. Mais ne parle pas trop fort. Il pourrait nous entendre. Les murs ont des oreilles, comme on dit. Très bien. Tu n'as pas de micro sur toi. Non. Tu vois qu'elle commence à te toucher un petit peu. Je laisse faire. Je lève même les mains pour l'aller, pour lui montrer que... N'est-ce pas? Ce n'est pas elle qui t'envoie. C'est ça le cas. Est-ce qu'on a vraiment cette conversation? Ok. Très bien. Surtout, fais attention à ce que tu leur dis. Tout le monde va voir les succubes. Tout le monde parle là-bas. Les appareils peuvent aussi écouter, mais les gens aussi. Éteins tous les appareils quand tu entres là-bas. Tu vois qu'elle regarde à droite à gauche. Je compte pas en parler à qui que ce soit. Très bien. Va les voir. Rejoins-moi à mon casino après. D'accord. Tu vois qu'elle s'en va. Bon, ben, autant y aller. Hein. Tu peux aller voir les succubes, donc qui sont évidemment toujours au club de striptease. Je vais y aller. Très bien. Tu y vas comment, à pied? En taxi?
C'est pas si loin que ça, de souvenirs. si- Tu as, je- non, tu as environ quand même 4 km. Moi, j'y ai à pied. Très bien. Tu traverses donc le pâté de maison et les rues à pied tranquillement dans la nuit. Sarah Léonès, tu parcours la ville et tu arrives au niveau du fameux club de striptease. Des succubes. Tu aperçois le club qui a l'air d'être assez désert devant et tu aperçois Jessica qui est dehors de son club et qui a les deux bras croisés, qui est assis par terre et la tête entre ses jambes, en train de pleurer. Je vais m'approcher de Jessica. J'ai posé à côté d'elle en m'asseyant contre le... Eh ben, un problème, Jessica? Que veux-tu, Sarah Léonès? Ma sœur, c'est ça que tu veux? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu viens faire quoi? Je suis juste venu prendre des nouvelles. Tu Je vois n'ai pas le droit. Une larme de sang qui est en train de couler le long de sa joue. Et elle fait... J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler. Le sabbat a eu ce qu'il voulait. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je présume que t'es venu de la part de notre sire, Betty, c'est ça? Elle veut sa Molly, c'est ça? Eh ben tiens, qu'elle la prenne sa Molly. Alors tu vois qu'elle te sort un bocal avec des morceaux d'os et de cendre à l'intérieur. Elle te donne le bocal. Elle dit qu'elle la prenne sa Molly et qu'elle se le fout dans le cul. Elle était même pas capable de la protéger. Est-ce je vais tenter de faire un test d'Ospex avec Si tu veux. Laura. Ouais. Ça roule. Donc tu as un succès. C'est-à-dire que tu peux distinguer les tons Les tons. Ouais. ou brillants. Donc, alors tu vois qu'elle a son aura a une couleur un petit peu pâle que tu retrouves souvent chez les descendants. Mais tu vois aussi qu'il y a une sorte de couleur rouge mélangée à cette aura. D'accord. Qu'est-ce que tu fais encore là, Sarah? Laisse-moi tranquille, pars. Va prévenir Betty. Ramène Molly, elle sera contente. Tu vois qu'elle rentre. Juste avant qu'elle rentre, Ouais. le sabbat paiera. Et je m'en vais sans vraiment lui laisser de... Très bien. Tu t'en vas donc pour, pour le casino. Ouais. Donc, tu te diriges donc vers le casino. C'est ça, mais du coup, je vais enlever ma veste et enrouler le bocal pour éviter de signer pendant le trajet. Donc, tu arrives au niveau de l'entrée du casino avec donc ta veste autour du bocal. Tu arrives à l'entrée, tu vois que les gardiens du casino, les gardes, te font un signe de tête. Tu es connu là. Tu as l'autorisation de rentrer et même d'y chasser. Tu entres donc dans le casino, par le portail à chaque fois de sécurité évidemment. Tu vois que le casino a l'air moins rempli que d'habitude. Et quand tu rentres dedans, tu sens toujours cet aspect un peu étrange à chaque fois de ce lieu. Tu vois que le casino a l'air de rendre les gens un peu dérangés. Disons que les gens ont du mal à décrocher des machines, étrangement. C'est un casino qui te semble un peu étrange. Les gens ici ont une sorte d'amplification de l'envie de jouer, de ne pas arrêter, de dépenser. Tu vois un homme qui rigole en gagnant de l'argent. Tu as toujours cette étrange sensation
Et tu aperçois au loin, sortir d'une salle de réunion, Betty. Mais tu la vois aussi avec Tiana, la primogène Malcave, qui se tient droite, en train de fumer à l'intérieur. Est-ce que Betty a l'air de m'avoir aperçu ou pas encore Ils ont l'air de discuter ensemble. Ben, je vais me mettre un petit peu par ici. Je vais me mettre par ici un peu, et me voir en fait. Alors tu vois que Tiana t'aperçoit au loin, Betty se retourne, et Betty te fait un signe pour que tu viennes. Je vais m'approcher. Bonjour Betty, Tiana. Tiana te fait un signe de tête. Mademoiselle Léonesse. Betty se retourne vers toi. Elle fait... Alors, tu as des nouvelles, Sarah? De très mauvaises nouvelles, malheureusement. Quelle mauvaise nouvelle? Le sabbat a frappé. Où ça? Peut-être... ils ont l'air un peu tous... du coup, je vais tendre le bocal. Tu vois qu'en effet, ils sont assez loin des humains. Ils viennent de sortir de leur salle, mais... Tu tends le bocal? Betty regarde le bocal. Elle fait... C'est quoi ça? Tout ce qui reste de... Molly. Molly! Non! Tu vois qu'elle prend le bocal et qu'elle l'explose à terre devant sa primogène. Et tu vois que tu entends une sorte de grognement de la bête interne à elle. Grogner. Elle tente de ne pas tomber en frénésie. Tu vois que la primogène la regarde très mal. Et la primogène fait que tout le monde sorte maintenant! Maintenant! Les vigiles commencent à faire sortir les gens. On part, allez! Mais les gens ont l'air tellement pris dans leur jeu qu'ils font à peine attention. Et tu vois que Tiana, la primogène, regarde Betty d'un air tellement déçu de se laisser tomber dans ses instincts. Tu entends exploser de rire. Tu vois Jessica qui entre. Et qui entre avec Molly. Bon bah... Là. Elles sont toutes les deux explosées de rire. Tu vois que les humains sont... Elle dit rien pendant que les humains sont en train de sortir, les vigiles sont en train de faire sortir les humains. Tu vois que Molly fait « Oh merde! Je pensais pas que t'aurais chialé !» Jessica, tu vois que elle rigole aussi, elle fait « Je te l'avais dit, elle serait incapable d'entrer en frénésie pour toi !» Tu vois qu'elles éclatent de rire en s'enlaçant. Et tu vois que la primogène s'écarte et se met entre eux et fait Molly, Jessica, ça suffit. Cette blague était de très mauvais goût. Je sais que vous êtes en pleine querelle, mais en cette période, évitons de déstructurer notre clan. Nous avons déjà une mauvaise image de la part des autres clans qui se rapprochent de nous seulement pour certains de nos dons. Alors, il suffit maintenant. Partez. Toutes les deux. Tu vois que les deux filles, les deux succubes, reculent fur et à mesure. Elles rigolent. Et elles s'en vont. C'est que je suis un peu en arrière, juste laisser lui quand elles repartent. Alors tu vois que Molly te fait un petit coucou. Tu vois que Betty est en train de se calmer. Excusez-moi, Tiana. Tiana va vers Betty et elle fait aller dans la salle derrière. Elle s'en va. Et tu vois qu'elle va vers la pièce et qu'elle lui dit quant à toi, il serait
important de garder ton calme et d'éviter une telle réaction devant des mortels. J'espère que c'est clair. Cet accident ne sortira pas d'ici, mais il ne doit pas se reproduire. Betty fait un signe de tête. Tu vois que Tiana revient vers toi. Vous devriez partir, mademoiselle Léonesse. Vous avez été pris dans ce qu'on appelle une blague de notre clan. Ça va mieux de faire profil bas, en effet. Et encore désolé pour ça. Du coup, je vais me relever la chaise, je m'étais un petit peu assis, je m'en vais. Donc, tu te diriges vers l'entrée. Et je fais quand même un petit signe respectueux envers avant de partir. Ouais. Tu vois qu'ils te font un signe. Tu sors, tu peux sortir du casino. Tu vois que en sortant du casino, tu entends des murmures. Ces voix que tu entends, et tu entends le caillou brisé perturbe le plateau de jeu. La tour blanche n'avance plus. Fais-moi un jet de perception plus vigilance. Tu aperçois une voiture arriver à fond vers toi, monter un peu sur le trottoir et te foncer dessus. Maintenant, tu n'as eu qu'un seul succès. Fais-moi un jet de dextérité plus athlétisme. Tu échappes à cette voiture en sautant de l'autre côté sur l'autre voie. Malheureusement, évidemment, sur l'autre voie, il y a aussi une voiture qui arrive. Refais-moi un jet de dextérité plus athlétisme. Tu te prends la voiture, mais pas de plein fouet, au niveau des côtes. On peut te voir te prendre une voiture et voler à quelques mètres. Sarah tombe à quelques mètres plus loin, sur le gravier. Tu sais. Et tu vois que la personne qui t'a renversé sort de la voiture et fait « Oh, excusez-moi !» Il arrive vers toi. Et tu aperçois que la voiture qui a essayé de t'écraser se met à accélérer. Et elle partira. L'homme se penche vers toi. Vous allez bien ? Il y a personne autour ou c'est... Justement, il y a plein de personnes autour. Ça va aller, c'est juste... C'était juste, j'ai échappé de quelques... Je vais appeler les urgences. Bougez pas. Vous en faites pas. Ça va aller, vraiment. Si, je vais... Mais regardez Tu entends au loin « C'est Sarah Léonesse !» Il y a des paparazzi qui sont là. Tu es dans une zone non loin de Hollywood. Tu vois que les paparazzi se ruent vers toi et prennent des photos. Sarah Léonesse, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous pouvez dire un mot? Comment avez-vous survécu à ça?